Donc en effet, on va parler de pathologie vasculaire et donc la salle s'est vidée, hein, c'est quand même assez intéressant. Et donc je vais quand même essayer de captiver votre attention. Il faut maintenant, donc on parlait de jeunes sportifs. Là, on va se concentrer sur des sportifs un peu plus âgés et qui vont présenter des symptômes au niveau d'une jambe. Et donc quand penser à une pathologie vasculaire. Donc on a finalement trois types de pathologies auxquelles il faudra penser. Une qui va se présenter sous forme de symptômes plutôt proximaux d'ischémie, qui est l'endofibrose iliaque. Et il y aura ensuite des présentations sous forme de symptômes qui seront distaux, unilatéraux, avec des douleurs ou d'autres signes. Et il faudra penser au piège poplité et au syndrome chronique de Loge-d'Effort. Je vais aborder les deux entités qui sont en rouge, l'endofibrose et le piège poplité, en termes de présentation, enfin d'explication d'origine physiopathologique et de diagnostic. Et ensuite, il y aura une présentation sur le traitement chirurgical. La dernière présentation sera sur le syndrome chronique de Loge-d'Effort. Donc moi, je vais me concentrer sur les deux ovales rouges. Pour l'endofibrose iliaque, donc c'est une pathologie qui va toucher l'artère iliaque, comme son nom l'indique, et il faut se représenter une fibrose qui va se créer à l'intérieur de l'intima. Le problème de cette fibrose, c'est qu'elle va être symptomatique et elle va se manifester à l'effort, mais sur une imagerie de repos, on n'aura pas forcément de visualisation de ce rétrécissement. Avec donc du coup une difficulté en termes de diagnostic en imagerie. Ça touche essentiellement l'artère iliaque externe parce que vous voyez en fait que l'iliaque commune est fixée sur le rachis et vous allez après avoir une mobilité de l'artère iliaque externe comme vous voyez sur cette image et l'endofibrose va volontiers se développer sur cette zone qui devient mobile avec des turbulences de flux qui vont faire développer cet épaississement pariétal. Qui peut être atteint par cette endofibrose? Donc ça va être quand même des sportifs qui vont être de haut niveau, pas forcément des professionnels. La présentation, en tout cas, le sujet classique qu'on a, c'est le cycliste, parce que justement, il va avoir des mouvements avec l'activité de cyclisme qui va favoriser en fait cette hypermobilité. Mais on peut aussi avoir des sportifs de fond comme des marathoniens ou des triathlètes. Sur les symptômes, finalement, c'est des patients qui vont présenter des symptômes douloureux ou des phénomènes de perte d'activité physique. Et souvent, en fait, c'est des diagnostics autres que les problèmes vasculaires qui vont être évoqués, neurologiques, musculaires ou ostéo-articulaires. Les signes vont être très variés et si je peux vous en donner peut-être deux, ça peut être un patient qui va se plaindre en fait d'une sensation d'étau, de serrement au niveau de sa cuisse ou à l'extrême, un patient qui va bien sûr à l'effort, c'est des patients qui vont être douloureux à l'effort, en fait avoir une perte de réponse de la totalité de son membre ou de la cuisse. Donc ça ne va pas être une claudication typique comme on peut avoir chez un artéritique. L'examen vasculaire sera strictement normal, d'où la difficulté. C'est des patients qui ont des poux périphériques, qui n'ont pas de souffle, et donc ça amène à un retard diagnostique. Dans la littérature est évoqué 2 ans, mais on a vu des patients qui pouvaient traîner au niveau de leurs symptômes pendant plusieurs années, 4-5 ans. Donc une fois qu'on a suspecté le diagnostic, il va falloir prouver l'ischémie. Ça va être l'étape d'après, c'est-à-dire confirmer que les symptômes sont en lien avec une hypoxie. Et ça, ce que l'on pratique, c'est une épreuve d'effort qui va être adaptée. Un cycliste qui a mal lors du cyclisme, on va lui faire du vélo. Un marathonien qui a mal en courant, on va lui faire de la course. Donc le premier message, c'est adapter l'épreuve qu'on lui fait au sport qu'il fait. Donc ça peut être compliqué. Ensuite, il faut aller chercher la douleur. Il faut adapter, bien sûr, le type d'activité physique aux symptômes du patient. Et ce que l'on va donc chercher, c'est une chute de l'index de pression systolique à la cheville du côté symptomatique qui va confirmer le caractère ischémiant, le caractère artériel, mais après, il va falloir localiser le problème et confirmer que ça soit bien l'artère iliaque externe qui soit touchée.
Donc ensuite, on va faire de l'imagerie. Ça peut être, donc ça va être de l'imagerie de repos. Donc ça va être essentiellement de l'angioscanner. Et ce scanner, le plus souvent, il est normal. Hein, c'est la difficulté. Après, on pourra avoir donc ça, c'est des artériographies, des IRM. Je ne vais pas montrer le scanner, désolé. Mais donc on peut avoir après des petits signes qui va être sur un aspect un peu tubulaire comme ça, assez rectiligne de l'artère iliaque externe, ou des excès de longueur, des plicatures. Mais on n'aura pas du tout un aspect de sténose serrée sur l'iliaque externe. Ça, malheureusement, on ne le voit pas. Et parfois, il y a des raretés avec des atteintes qui ne sont pas de l'iliaque externe, et ça, le scanner peut éventuellement le démasquer. Donc, l'autre examen de repos que l'on peut pratiquer, c'est l'écho-Doppler, avec une équipe marseillaise du professeur Halimi qui avait montré qu'on pouvait en fait sensibiliser l'épreuve par une flexion de cuisse pour essayer de démasquer un petit peu plus cette sténose. Et par exemple, voilà, je vous montre un exemple où on a l'iliaque commune, une flexion avec une plicature et une accélération au niveau de cette iliaque externe. Mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de sténose anatomique. Donc finalement, le top, en fait, c'est de coupler l'épreuve d'effort et l'écho-Doppler. Et donc l'idéal, c'est de pratiquer une épreuve d'effort adaptée et ensuite d'avoir un échographe à côté de l'épreuve d'effort pour faire une imagerie à ce moment-là. Et là, on peut avoir la chance de dépister donc une sténose qui sera une sténose hémodynamique avec une accélération de vitesse à l'endroit de la sténose. On a un flux qu'on appelle de basse résistance, avec un flux, une composante systolo-diastolique qui est le témoin d'une sténose qui sera hémodynamique. On compare au côté contralatéral où on aura donc une accélération de flux, mais un flux qui reste triphasique. Et donc ça, l'accélération, elle est due à l'effort, mais il n'y a pas d'aspect de sténose hémodynamique. Et puis ensuite, on peut aller un peu mieux regarder la zone que l'on a dépistée. Et cette patiente, dont on va vous parler d'un côté chirurgical tout à l'heure, on peut démasquer en fait cette fibrose. Et vous voyez à quel point ça peut être difficile, parce qu'on n'a pas du tout une sténose anatomique. On a un épaississement échogène, semi-circonférentiel de cette artère qui, à l'effort, va être symptomatique. Donc voilà pour l'endofibrose. Pour la deuxième entité, qui est le piège poplité, donc là, on va se localiser au niveau, non pas de la cuisse, en termes de symptômes, mais au niveau du mollet. Et ça va être un problème de compression extrinsèque de l'artère poplitée par des muscles ou des bandelettes fibreuses qui vont venir crocheter le plus souvent à l'effort cette artère poplitée. Les muscles impliqués sont les trois qui sont présentés, donc le gastrocnémien médial, le muscle poplité et le plantaire grêle. Et il peut aussi y avoir, comme je vous l'ai dit, en fait, des bandelettes fibreuses qui vont venir crocheter tout ça. Retenez qu'il y a deux formes cliniques de piège poplité. Une présentation qui ne pourra pas vous échapper. C'est ce qu'on appelle le piège anatomique. Et donc, c'est vraiment en fait une anomalie congénitale avec un muscle qui va être anormalement placé ou une bandelette fibreuse qui va se mettre contre l'artère poplitée. Et là, ça va être des patients qui vont présenter des symptômes souvent d'ischémie aiguë sur une thrombose poplitée. Là, on n'a pas de doute. On va prendre en charge le patient, il aura un pontage et il sera revascularisé, avec donc malheureusement des patients qui sont à risque d'amputation. La deuxième catégorie de patients qui va être beaucoup plus difficile à explorer et à confirmer, c'est ce qu'on appelle le piège poplité fonctionnel et où la compression va apparaître lors de l'effort et où les muscles vont s'hypertrophier lors de l'effort et venir comprimer l'artère lors de l'effort et être responsable de symptômes. Et donc, vous comprenez que, comme pour l'endofibrose, la difficulté, ça va être de confirmer en imagerie et en test fonctionnel le fait que les symptômes sont bien en lien avec une compression d'effort et une ischémie à l'effort. Pour le piège fonctionnel, là, on a plutôt des patients qui sont sportifs et, comme je vous le disais, la difficulté va être diagnostique.
Donc sur le terrain, pour le piège anatomique, c'est plutôt des patients un peu plus âgés, pas forcément sportifs, et on aura des lésions artérielles en imagerie de repos. Et par contre, pour le piège fonctionnel, là, c'est des patients que vous pouvez plutôt voir, hein, qui vont être des patients plutôt jeunes et qui vont présenter des symptômes toujours difficiles. Hein. Ça ne sera pas une vraie claudication classique comme on l'entend. Ça peut être des sensations, bon, soit de crampes, soit de perte de fonction au niveau des orteils ou du mollet au bout d'une certaine distance d'activité physique. Mais par contre, le côté assez classique, c'est que les symptômes disparaissent très vite après l'arrêt de l'effort, à la différence du syndrome de Loge, comme on va voir tout à l'heure. Je passe là-dessus parce que je vois que le temps tourne. Bien sûr, l'interrogatoire et l'examen clinique doivent être extrêmement poussés pour être sûr qu'il n'y ait pas une autre explication aux douleurs. Et ce qui va aussi nous aider, c'est le test fonctionnel de marche ou de course en fonction des symptômes. L'examen clinique va nous aider pour essayer de faire en fait des diagnostics différentiels et essayer de rechercher des douleurs qui seront plutôt ostéo-articulaires, on va dire, qui seront plutôt des douleurs qui seront à la palpation, et arriver aussi à faire la différence entre un syndrome de Loge, hein, donc on va voir le diagnostic est aussi compliqué, mais retenez que les symptômes vont disparaître plusieurs heures après l'arrêt de l'effort, à la différence du piège poplité, où les symptômes disparaissent très vite à l'arrêt de l'effort. Donc pareil, il faut essayer de pratiquer une activité adaptée pour rechercher une baisse de l'index de pression systolique à la cheville, même si ce n'est pas toujours présent, mais ça aide. L'imagerie, excusez-moi, j'accélère un petit peu, l'imagerie de repos va permettre de diagnostiquer des pièges anatomiques. Là, par exemple, on a un exemple d'échographie où on a le muscle jumeau qui vient séparer l'artère et la veine avec une artère qui est occluse. Et donc, on a un piège anatomique qui est confirmé avec une occlusion artérielle. L'avantage, c'est qu'à l'écho-Doppler, on va pouvoir rajouter des manœuvres dynamiques, c'est-à-dire qu'on va explorer les patients debout et on va leur faire une flexion plantaire. On fait monter le patient, redescendre. On va regarder au niveau du creux poplité l'artère poplitée et on va rechercher une compression. Et voilà un exemple en fait de patient. Vous regardez, voilà, en fait, lors de la flexion plantaire, on va en une abolition complète du flux artériel et veineux. Le problème, c'est que ces compressions, elles peuvent être physiologiques et pas forcément responsables des symptômes. Et c'est ça la difficulté, c'est d'être sûr que les symptômes sont en lien avec cette compression, d'où le test d'effort qui doit être réalisé, mais qui n'est pas toujours très probant. Sur l'IRM, comme on l'a vu pour les coronaires, l'IRM c'est bien, mais pas pour les artères, c'est plutôt bien pour les muscles. Le scanner a vraiment notre préférence dans notre équipe. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire aussi des manœuvres de flexion et d'extension plantaire que font les radiologues pour dépister des compressions artérielles. L'artériographie, elle sera réalisée quand on discutera une revascularisation distale. Voilà, donc en conclusion générale sur ces deux pathologies, vous avez compris, et vous le saviez, que le sportif peut avoir des lésions vasculaires, mais du coup, surtout, l'idée, ça va être d'y penser quand un patient se plaint à son médecin du sport de douleurs persistantes qui ne sont pas neurologiques ou ostéo-articulaires. Les signes, malheureusement, sont très trompeurs, sont variés. Le problème de l'imagerie, c'est que l'imagerie de repos classique, elle peut être normale, et donc il va falloir faire à la fois des manœuvres dynamiques pour déclencher les anomalies morphologiques et aussi essayer d'avoir des tests d'effort qui permettent de confirmer l'origine ischémiante des douleurs. Mais retenez, et ça vous le savez, que les symptômes sont des symptômes fonctionnels, donc il n'y a aucun risque, hormis le piège anatomique poplité, d'ischémie aiguë et de risque de perdre le pied. Et ça, il faut le rappeler aux patients. Et donc le meilleur traitement, c'est de réduire l'activité physique pour ne pas être gêné. Et donc la place de la chirurgie, on va le voir, est parfois difficile à situer. Voilà, je vous remercie.